tous, merci d'être là, de vous être installés pour qu'on démarre pile à l'heure, donc ça c'est impeccable. Donc on va passer une journée ensemble donc cette année sur le thème du numérique, j'y reviendrai plus tard, mais en préambule je laisse la parole à Olivier Mousson, donc, qui est notre hôte et ici et qui va vous dire un petit mot de bienvenue, il va vous parler un petit peu de cette société d'encouragement pour l'industrie nationale. Merci beaucoup, cher président. Je suis ravi de vous accueillir. Je voulais rappeler une anecdote parce que il ne faut pas oublier l'histoire. En fait, si je suis ici, si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a 30, 40 ans, mon père, qui était président de cette association, président des présidents d'IUT, cherchait une salle pour réunir ses présidents. Et il a vu de la lumière ici, il s'est dit, il y a peut-être une salle à louer. Et c'est comme ça qu'il est rentré ici. C'est comme ça qu'il a pris, quelque temps après, la présidence de cette association, créée par Bonaparte il y a 220 ans. Et je lui ai succédé. Et ça fait effectivement près de 40 ans qu'on travaille à la rénovation de cet endroit. Quand on y est arrivé, il y avait des écoles, il n'y avait rien, il n'y avait plus d'activité quasiment de la société d'encouragement. Donc on a viré les écoles et puis maintenant on fait ce pourquoi on a été créé, à savoir la renaissance industrielle, les technologies. Et donc tous les jours il y a des événements, on est ravis de vous accueillir. Et puis on est ravis de travailler également avec vous quand on peut. Le prix de la photographie industrielle, il doit y encore y avoir les photos. Elles sont là. Ça c'est celle de les précédentes, mais dans la salle Chaptal, c'est la dernière promotion. Et merci à tous ceux aux élèves, mais également aux professeurs et aux directeurs du UT qui ont participé à ce concours, qui est un vrai succès. Et on va continuer. On va peut-être en faire un d'ailleurs pour les Jeux Olympiques. On réfléchit pour profiter sur l'industrie du sport. Voilà, donc. Et puis, je voulais vous dire également que j'ai envie vraiment non pas de rajeunir, mais vraiment qu'il y ait également des jeunes qui deviennent membres de la société d'encouragement, qui suivent les conférences. Et je pense qu'on a vraiment besoin de séduire les jeunes, de leur dire que l'industrie c'est possible, c'est pas sale, ça peut être. Voilà, il y a un problème d'image de marque, un problème de formation, de recrutement, et qu'on ait peut-être des ambassadeurs dans chaque université, dans chaque IUT, dans chaque école, pour essayer de porter la bonne parole sur les sujets technologiques. Et donc je compte sur vous. On fera peut-être j'en parlerai à Franck, mais je pense que ce serait utile que les IUT. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, même si c'est le numérique et c'est quand même très, très technique. Donc vous êtes au bon endroit. Et je vous souhaite une très bonne journée d'études. Et je repasse la parole à votre président. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Alors, ce sujet, malgré tout, on le partage et on le partage dans les IUT, le problème du manque d'appétence des jeunes pour les sciences, mais la problématique, c'est qu'il y a de moins en moins de bacheliers dans ce domaine-là. Et on a du mal à remplir certaines de nos classes ensuite, derrière certaines de nos promotions. Alors qu'on sait qu'on a besoin, effectivement, derrière de forces vives justement pour industrialiser le pays. Voilà. Merci, Olivier. À plus tard. Voilà, donc bon. Donc maintenant, vous connaissez un peu ces lieux pour tous ceux qui étaient là l'an dernier. Je rappelle pour les autres que nous sommes dans la salle Lumière. C'est l'endroit où, pour la première fois, les frères Lumière ont projeté le cinéma. Et pour la petite histoire, donc ils ne croyaient pas à l'aspect commercial de l'invention, mais il y avait dans la salle quelqu'un qui s'appelait Gaumont, qui lui y a cru, et donc a fait fortune avec. Voilà. Donc voilà, vous êtes dans un lieu chargé d'histoire. Donc l'an dernier, nous nous étions retrouvés ici 2 jours à travailler sur l'évolution des compétences dans beaucoup de domaines, avec beaucoup de branches, beaucoup d'OPCO, puisque c'était vraiment de dire quelles sont les compétences de demain, alors même que nous venions d'avoir notre nouveau diplôme, de lancer une nouvelle formation déjà avec l'approche par compétences.
Pour autant, il ne faut pas s'endormir, il faut regarder quelles seront les compétences attendues demain. Est-ce qu'on était sur la bonne voie ou pas? Est-ce qu'il fallait déjà faire évoluer des choses? Bon, donc là, chacun, en fonction de son domaine d'activité, a pu tirer le parti de ce qui pouvait être dit. Et ce qui était ressorti de manière collégiale, c'était 3 choses au niveau d'évolution des compétences. C'est le numérique, la RSE, les soft skills. Et le numérique étant la partie la plus prégnante à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on a décidé de consacrer cette journée, un focus sur l'informatique. Donc, sans doute que l'an prochain on fera le RSE, ça c'est dans nos réflexions qu'on soit sur ces éléments-là, mais en disant on concentre sur une journée pour que tout le monde puisse venir plus facilement que d'être 2 jours à Paris. Et donc on va traiter de ce domaine. Alors c'est pas nous qui avons lancé ChatGPT pour que ça soit vraiment d'actualité au niveau de l'intelligence artificielle, mais l'actualité récente nous montre que effectivement on ne peut pas passer à côté de ça. Tout ce qui est cybercriminalité, ça en fait partie aussi. Blockchain et crypto-monnaie, ça revient aussi un peu à l'ordre du jour. Donc bien sûr que par rapport à tout ça, il y a des besoins de compétences. Et donc on a réuni un certain nombre de personnes autour de la table pour pouvoir nous parler de ça, et également des conséquences en matière d'enseignement, puisque il faut aussi s'adapter par rapport à ça, à la fois sur les contenus et également sur la pédagogie, surtout avec des jeunes qui sont nés dedans, on va dire. Donc il faut qu'on s'adapte aussi, même si nous ne sommes pas nés avec tout cet environnement numérique. Voilà. Donc je ne vais pas être trop long pour lancer cette matinée. Je préfère effectivement qu'on soit sur le contenu. Donc je vais laisser à mes partenaires, on va dire, d'organisation, le soin de prendre la main pour démarrer cette matinée avec une keynote. Je m'appelle Robert Mizrahi, ça n'a aucune importance. Je vais aider à animer le début de la matinée, la première partie de la matinée, et donc je vais demander aux personnes qui vont animer cette matinée de venir, donc Alexandre, voilà, Mathieu Carrier, Frédéric, voilà, aussi. Donc, Alexandre, tu veux te mettre au pupitre ou comme tu veux. Oui, d'accord, mets-toi là alors. Bon, en 2 mots, Alexandre, vous l'avez vu dans le programme, est haut fonctionnaire, il est historien des sciences, donc il est enseignant-chercheur, et il va nous parler de l'approche socio-historique des technologies numériques. Je te laisse la parole. Un petit ajustement numérique. Tu peux commencer à te présenter peut-être en attendant. Ouais, les problèmes des compétences numériques démarrent très tôt. C'est bon. Voilà, je me présente rapidement. Voilà, je travaille pas mal sur la diffusion publique des connaissances aussi, donc j'avais créé une bibliothèque numérique d'histoire des sciences, et puis là j'ai créé une web TV universitaire, mais j'y reviendrai parce que ça fait partie de mon propos sur les politiques publiques en matière d'Internet. Voilà, je suis chercheur associé, habilité à Paris Diderot. Mes thèmes de travail en ce moment, c'est l'histoire de la technocratie, des polytechniciens de 1794 à nos jours.
Ça va pas là Vous m'entendez pas assez? Ah ben non, je vais faire une voix plus claire alors, d'accord, ok. Et puis j'ai une pratique du numérique, vraiment une pratique aussi publique, et j'ai écrit des articles sur les usages du numérique, Wikipédia, j'en dirai un mot. Je me suis occupé du fameux projet contre Google, la bibliothèque numérique européenne, j'en parlerai pas mais il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Diffusion numérique de la connaissance. Ah, alors... Donc, c'est mieux? Ah bon, d'accord. Et par ailleurs, je le signale parce que depuis le début de l'année, je suis secrétaire général de la Fondation Georges Besse, du nom d'un patron assassiné en 1986, ingénieur des mines. Et cette fondation peut vous intéresser parce qu'elle donne des bourses d'environ 3 000 € par an à des jeunes qui peuvent venir d'IUT et qui ont un parcours d'ingénieur par la suite. Voilà. Alors, c'est difficile. Voilà, le message que je veux faire passer aujourd'hui, mais je prêcherai des convaincus, j'imagine, c'est vraiment pour un enseignement historique et sociétal autour du numérique qui devrait être donné partout. Je pense qu'il l'est dans vos institutions, mais je vais un petit peu le synthétiser comme ça, puisque voilà, j'appelle ça un peu prétentieusement une anthropologie des savoirs numériques, c'est-à-dire vraiment les savoirs numériques sont affaires d'hommes, sont affaires d'histoire, sont affaires de société, et donc voilà, en milieu ingénieur et technicien, la nécessité, à mon avis, d'un enseignement de sciences humaines et sociales. Et encore une fois, c'est un ingénieur qui vous parle, donc c'est un long cheminement que j'ai fait moi-même autour de ça, donc voilà. Et je prendrai 4 rubriques, mais vous pouvez en trouver d'autres aussi qui vous conviennent mieux, peut-être ces 4 rubriques que je vais détailler là maintenant pour, encore une fois, vous convaincre de la nécessité de cet enseignement, mais encore une fois, je prêche des convaincus et je vais donner quelques exemples. Alors d'abord, la terminologie, ce que la terminologie nous dit du concept. C'est important la terminologie, hein, d'ailleurs votre président parlait du numérique, et justement le numérique c'est ce qu'on appelle un adjectif substantivé, c'est-à-dire à la base c'est un adjectif, on a la transmission numérique, la révolution numérique aussi on peut dire, mais c'est devenu le numérique, hein, c'est-à-dire c'est devenu un nom commun, enfin un adjectif substantivé. Donc vous avez ça dans des slogans du type « passer au numérique », le Conseil national du numérique. Je pense que c'est intéressant aussi, ces évolutions linguistiques sont intéressantes aussi pour nos étudiants à avoir en tête, quoi. Je donnerai souvent cette phrase, et on voit apparaître, sans que ça fasse disparaître le numérique, l'adjectif digital, hein, notamment pas mal de patrons de start-up qui ont promu en France l'adjectif digital. Alors je dis que pour numérique, que même les autres langues latines, à savoir l'espagnol, l'italien, n'utilisent pas numérique. Il n'y a que la France qui utilise le terme numérique. Et donc le terme anglo-saxon mondialisé vient à bout de la spécificité française, peut-être pas. Ceci dit, quand on entend transformation digitale des entreprises, révolution digitale, ayons l'oreille en alerte. Qu'est-ce que cela recouvre exactement? Enfin, je veux dire, on parle de transformation digitale des entreprises sans vraiment préciser ce que c'est, quoi. Est-ce que c'est la transformation des processus comptables? Est-ce que c'est une transformation industrielle? Je pense que ce terme très englobant doit être détaillé, doit être explicité à nos étudiants, parce que c'est un peu confortable d'avoir comme ça des termes très globaux. Certes, ça sert, mais il est utile de savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Je vous disais aussi détecter, donc cette globalité est un poncif aussi, détecter d'autres poncifs, avoir l'oreille en alerte. Moi, je fais toujours attention d'entendre des poncifs genre s'emparer du numérique. Vous voyez, il faut s'emparer du numérique, une espèce de personnalisation comme ça. Aussi beaucoup l'Internet comme pharmacone, c'est-à-dire à la fois quelque chose de bien, un remède, et un poison aussi. Alors à certains d'entre nous, ça rappellera les vieux slogans de bien avant l'Internet. On voyait dans les présentations un idéogramme où quelqu'un nous disait c'est crise plus opportunité, si vous voulez. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent ça, mais voilà, donc pareil, alors une époque de rupture, est-ce qu'on vit vraiment une époque de rupture?
Je vous dis ça, je vous pose la question, ça nous renvoie à ce qui pourrait être une forme, ce que certains appellent ça l'épocalypse, c'est-à-dire la propension à considérer toute époque comme époque de rupture en fait. Là, je veux aller vite sur ces trucs-là, c'est pour ça que j'ai mis en assuré. Un philosophe qui s'appelle Jacques Ellul en 1965 dit « Nous sommes au point limite qui peut-être l'homme va justement cesser d'être homme en franchissant sa limite ». Donc si vous voulez, des époques de rupture, chacun a l'impression de vivre dans une époque de rupture. Donc il faut un petit peu relativiser peut-être cela, quoi. Donc, et avoir le background historique aussi. Alors maintenant j'ai été sur la terminologie et les poncifs, je vais passer à l'histoire et terminologie. Je veux vous montrer que des débats analogues se sont reproduits dans l'histoire et c'est intéressant d'avoir ce background. Par exemple, dans les années 1930, je suis historien des sciences, donc vous aviez ce qu'on appelle la querelle du machinisme. Hein, donc on appelait ça, c'est ce terme qui a... Mais, avec des termes finalement très analogues aux débats qu'on peut trouver de nos jours. Hein. Vous connaissez tous le terme cybernétique. Hein, un révérend père, un dominicain, Dominique Dubarle, écrit un article très remarqué dans Le Monde en 1948, Vers la machine à gouverner, qui est beaucoup cité encore maintenant. Et voilà, donc cybernétique, ça vient du grec, vous le savez, koubernaï, gouverner, gouvernement, donc voilà, le gouvernement. Voilà. Et cyborg, je pense, c'est intéressant. Nos étudiants, le cyborg, c'est des films, etc. Mais à l'origine, c'est en 1960, dans une revue de technique spatiale, on se demande comment l'homme peut s'adapter à la pesanteur, à être dans un vaisseau spatial, et apparaît ce terme cyborg, qui est une alliance de l'informatique et de la biologie, puisque c'est cybernétique, organisme. Organisme est censé là donner l'aspect biologique des choses, et le terme cyborg est répertorié comme apparaissant dans une obscure revue de technique spatiale américaine en 1960. Certains se rappellent un terme qui est un peu tombé de mode. Moi, quand je commence ma carrière dans l'administration régionale à Montpellier, on parle beaucoup de robotique. Je vais vous montrer, je l'ai apporté parce que en 1973, vous avez un Paris Match, là. Vous reconnaissez l'acteur Brando, là. Et là, ici, vous avez marqué Kibert, les robots à tête d'homme. Donc 50 ans, il y a 50 ans déjà. Et là, vous avez, bientôt les Kibert vivront parmi nous, quand l'homme devient machine. Ça fait référence à un ouvrage qui est totalement assez inintéressant, vous voyez, donc quand même 4 pages dans Paris Match, d'un journaliste qui existe toujours américain, quand l'homme devient machine. Donc tout ça pour vous montrer que ces débats, ils existaient il y a 50 ans. Quoi. Donc, je reprenne le petit truc. Voilà. Aujourd'hui, on parle, bien sûr, vous les connaissez, ces termes de big data, d'IA. Moi, j'ai fait mon habilitation sur le transhumanisme. Mais enfin, justement, mes travaux, ça consiste à montrer que de 1930 à 1980, vous aviez des termes augmentés, surhumains, etc. Donc, c'est cette relativisation aussi qui me paraît intéressant de faire pour nos étudiants. Alors, tout n'est pas un éternel retour. Un éternel retour, c'est parfois un pouce au jouir pour historiens, là. Mais tout n'est pas un éternel retour. Les choses évoluent, les sciences évoluent, bien évidemment. Mais il est utile, je pense, d'avoir ces antécédents en tête. Donc, une longue histoire et une histoire politique de l'Internet. C'est ça que je voudrais montrer. Alors ça me paraît fondamental, c'est vraiment rappeler comment les débuts de l'Internet se sont faits dans une ambiance assez politique quand même, se sont inscrits dans un fort contexte géopolitique. Je rappelle que en 1958-59, les Russes mettent Spoutnik en orbite et c'est un choc, un électrochoc dans le monde occidental, en particulier aux États-Unis, où c'est là que commence la conquête spatiale, certes, mais aussi les études sur les transmissions de données, et on peut dater les débuts de la transmission distante de données de ce choc, de cet électrochoc-là, et les prémices de l'ordinateur connecté viennent de cet électrochoc-là, et c'est important à savoir que c'est en plein contexte de guerre froide, en plein contexte géopolitique assez tendu, et de rivalité économique aussi, donc voilà.
Un autre contexte géopolitique important, on va dire politique plutôt cette fois-ci, vraiment qui concerne la Californie, c'est de savoir face aux GAFAM que rappeler l'origine libertarienne de l'Internet. Je vous montre un livre, enfin il est dans ma slide suivante, donc je la montrer. Voilà, il est là. Aux sources de l'utopie numérique. Pour moi, c'est un livre de référence. Le numérique, ça a été dans les années 60, les années beatniks, le début d'une utopie, une contre-culture post-1968. D'ailleurs, le livre s'appelle « De la contre-culture à la cyberculture ». Ça a été une auto-organisation comme une formidable alternative à la politique qui décevait avec le Vietnam, etc. Et ça a été, je revendique cet oxymore, le triomphe d'un individualisme partagé, c'est-à-dire chacun pour soi, mais avec les autres qui sont comme moi, quoi. Donc c'est ce que j'appelle individualisme partagé. Et je pense que c'est important de comprendre que l'Internet est né aussi de cette contre-culture-là, cette contre-culture californienne. Elle s'est beaucoup, on va dire, marchandisée. Voilà, je ne porte pas de jugement de valeur sur ce terme, mais il est important de comprendre que nos étudiants aussi comprennent que c'est venu de là. Et par exemple, dans Wikipédia, j'y reviendrai, on en a des racines aussi. Donc on comprendrait mal toutes ces entreprises GAFAM, etc., sans comprendre, sans avoir en tête ces racines-là. Par exemple, Peter Thiel ou Elon Musk, ils revendiquent une forme de libertarianisme plutôt côté parti républicain, mais c'est lié à cette historique-là aussi. Je pense que c'est important d'avoir ce contexte géopolitique en tête. Voilà. Ça, c'est un autre débat, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille là. Relire certains débats historiques, là je reviens en France, peut-être indéterminés, peut-être on a... Enfin, j'aime beaucoup Louis Pouzin, polytechnicien qui a inventé le datagramme, etc. Mais on a tendance un peu à caricaturer le débat en France, là, c'est-à-dire entre un France Télécom qui aurait fait le Minitel et qui n'aurait pas vu la vague Internet, et puis un IRIA, ça s'appelait à l'époque, qui aurait eu des idées géniales. Je pense que la vérité est entre les deux, et je pense que ce genre de choses va être beaucoup plus étudié de nos jours. En ce moment, c'est plutôt la tendance, voilà, on a raté le coche. Bon, certes, les Français sont habitués aux écrans Minitel, mais on a raté le coche de l'Internet. C'est peut-être un peu plus subtil que ça, et je pense que voilà, l'histoire des techniques est parfois faite par les vainqueurs, et c'est intéressant aussi de retravailler sur certains sujets, quoi. Voilà, je le mentionne comme ça, comme un... Alors, mon troisième point, c'est la critique versus l'exaltation de l'Internet et des nouvelles technologies. Donc, pour moi, ces deux positions, ça c'est mon fil directeur, sont à prendre comme... elles se répondent l'une l'autre, c'est-à-dire c'est des choses qui sont à étudier sous le même prisme, à savoir l'exaltation de l'Internet l'exaltation des technologies qui peut aller jusqu'au transhumanisme, et la critique de la technologie qui peut aller parfois dans des phrases qui sont, enfin des discours qui ne sont pas très intéressants, mais voilà, elles sont à analyser en tant que telles. Je vais vous détailler ça. Alors voilà les phrases pas très intéressantes en technocritique. On va parler, certains auteurs parlent de la numérisation du monde, la critique de la raison numérique, ce qui est, enfin, quand même titrer son livre comme ça, comme Kant, c'est assez prétentieux, je trouve, mais bon. Bon, Cynthia Fleury, qui est une philosophe qui apporte plein de choses par ailleurs, qui est très bien, elle va définir un probabilisme, comme si tout était affaire de probabilité maintenant, comme si on était... un autre auteur parle à la Malraux de la condition numérique, vous voyez, donc tout ceci sont des discours pas toujours très étayés. Ah oui, on a pire encore, une philosophe parle Google, du discours de Google comme la lingua tertia imperii, c'est-à-dire la langue du Troisième Reich. Voilà, ça va loin ces comparaisons, si vous voulez. Donc, mais ces discours qu'on trouve en France, que je critique pas, enfin si je les critique d'une certaine manière, mais qui sont à remettre en perspective, quoi. Donc
Mais ce que je veux vous montrer aussi, c'est que souvent ces discours-là participent d'un technoprophétisme aussi. Par exemple, chez Sadin, pardon, excusez-moi, en citant sans aucun... Chez l'auteur Sadin, vous trouvez les fourchettes connectées, les balances connectées, enfin des choses qui ne sont pas encore... Ces gens-là font appel à un imaginaire, pour critiquer les nouvelles technologies, font appel à un imaginaire qui est le même que celui des technoprophètes. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, c'est-à-dire qu'ils voilà, ils nous anticipent un futur qui ne sera pas forcément celui-là, quoi. Donc, bon, Michel Serres, on respecte beaucoup Michel Serres, mais enfin, là aussi, il y a parfois une espèce de technophilie béate, cette fois-ci. Je parle de technophilie, cette fois-ci. Il a été pas mal critiqué dans son livre Petite Poussette, vous voyez, avec des phrases parfois un peu... Bon, un peu facile, un peu aisé, quoi. Donc voilà. Donc je cite quand même ces deux personnes qui sont importantes pour moi. La technophobie contemporaine est largement répercutée par ceux qui font profession de philosophie. Et un autre qui vient de mourir. La révolution technique apparaît alors comme une solution paresseuse qui évite les analyses précises, attitude commune aux pessimistes outranciers, et pardon, il y a une faute là, et aux optimistes sans limite. Donc c'est ça que je veux vous faire sentir et que moi dans mes cours je fais sentir à mes étudiants, c'est vraiment la profonde gémellité entre technophobie et technoprophétisme. Voilà, ne soyons ni l'un ni l'autre, c'est un conseil que je me permets de donner, ne soyons ni l'un ni l'autre, sachons exercer notre discernement. Voilà, bon, ben là je vais passer rapidement. Ben, on en a encore un exemple, là, le solutionnisme, c'est critiquer le fait que l'Internet est censé résoudre tous les problèmes. Alors le numérique à l'école, c'est censé résoudre tous les problèmes, mais on en a encore un exemple, puisque ce qui s'est passé ce week-end serait la faute des réseaux sociaux, etc. C'est un peu court comme analyse, quoi. Enfin, je veux dire, mettre tout ça sous le chapeau des réseaux sociaux et des technologies est sans doute un peu court comme analyse, et voilà, les nouvelles technologies ont bon dos dans ces cas-là. Enfin, je ne dis pas qu'elles soient totalement... voilà, comme c'est assuré, je vais... Oui, alors je vais en venir aux interprétations politiques outrancières, cette fois-ci, du transhumanisme, etc. Je ne sais pas si vous connaissez c'est un brillant énarque, Laurent Alexandre, que je connais par ailleurs. Enfin voilà, il est maintenant sur BFM TV, il a fait fortune avec Doctissimo. Et aux étudiants de Polytechnique, il leur dit début 2018, début 2019, pendant les Gilets jaunes, il leur dit, vous, aux étudiants de Polytechnique, vous êtes des dieux, les Gilets jaunes sont des inutiles. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'entendre ça à Polytechnique, primo. Et puis, deuxièmement, c'est vraiment un partage du monde qui est terrible à mon sens. Enfin, pas faire de politique, mais là je pense qu'on peut être d'accord. Donc si vous voulez, les dieux, ça veut dire vraiment, voilà, c'est un peu le chemin que nous montrent Thiel et Musk. Faisons attention aussi à ces discours très outranciers qui peuvent séduire nos étudiants aussi. Moi, mes enfants lisaient Yuval Noah Harari, le Homo sapiens, bon, qui est un livre qui est pas mal, mais qui a beaucoup de relents transhumanistes qui vont assez loin aussi, quoi. Aussi, c'est des discours qui sont assez particuliers parce qu'ils disent, Laurent Alexandre va vous dire... ah oui, moi je dis ça, mais c'est pour vous mettre en garde de ce que peut être ChatGPT, de ce que peut être... mais en fait, il le promeut à longueur de livres, à longueur d'émissions télévision. Voilà. Il y a des relents eugénistes dans tout ça. Hein, quand vous entendez, il faut que les femmes qui travaillent chez Google, donc qui sont plus intelligentes, c'est à elles d'avoir plus d'enfants. Et puis, dans chaque quartier, il faut que, si on fait une forme de sélection, naîtrait... enfin, je vous laisse lire, là. Donc voilà, il y a des relents eugénistes dans toutes ces choses qui sont outrancières. Une question que je me pose, je vous la pose, le danger vient-il de la machine, intelligence artificielle, ChatGPT, ou finalement de certains d'entre nous, chacun d'entre nous, voire qui se mettrait à se comporter comme une machine en certaines occasions, quoi. Donc voilà.
J'attire votre attention aussi sur quelque chose qui attire pas mal nos étudiants, qui est TEDx. Voilà, il y a une critique très bonne de TEDx qui participe d'une forme de technoprophétisme aussi. Si vous voulez, c'est le bien-être, il y a beaucoup de trucs qui sont hors science dans TEDx, qui vont être oui, je l'ai dit, le bien-être, et ça va être une forme beaucoup d'exaltation un peu parfois sans limite de la technologie, et il faut être assez critique, enfin exercer son esprit critique face à TEDx. Il y avait un très bon article dans The Guardian, il avait fait une conférence TEDx pour critiquer TEDx, justement, c'est assez amusant, vous le voyez là à sa conférence, là, voilà. Ma dernière partie sera, parce que j'ai vu que vous aviez ça aussi dans le titre de l'acquisition des savoirs, voilà, c'est important ça. Donc c'est sur les politiques publiques. On est tous dans le public, l'acquisition, enfin en tout cas les directeurs. C'est le rapport au savoir et la diffusion de la connaissance, j'en ai parlé. Et nos étudiants, ça les concerne par la bibliographie, etc. Pour moi, il y a une tension très forte entre ce que j'appelle la diffusion numérique de la connaissance et les politiques de droit d'auteur menées par le ministère de la Culture, les sociétés de droit d'auteur, etc. Sur Internet, enfin, à propos d'Internet, c'est pratiquement uniquement ça, les politiques menées par le ministère de la Culture. J'avais résumé ça dans un livre au PUF en 2015 avec un jeu de mots là, mais ça se concerne surtout Internet et exception culturelle en fait. Cet aspect des politiques publiques me paraît important dans cette anthropologie des savoirs. Je veux dire par là que c'est important d'avoir ça en tête. Alors par exemple, moi j'ai beaucoup étudié, moi je suis un wikipédien de longue date, depuis 2005, ça s'appelle un rhinocéros laineux dans leur jargon. Et jusqu'en 2017, on pouvait trouver des postures, moi je me rappelle des comités interministériels, tout ça, où on tapait sur Wikipédia, enfin c'était tout à fait étonnant. Je ne dis pas que Wikipédia n'est pas exemple de critique, mais en faire vraiment voilà. Et c'est une confrérie qui est issue du libertarianisme dont je parlais. Jimmy Wales, il est issu de ce libertarianisme californien dont je parlais tout à l'heure. Donc là aussi, de cette utopie numérique. D'ailleurs, c'est les chapitres Internet, chapitre Wikipédia. Chapitre, c'est un terme un peu qui a des connotations religieuses. Donc, je vous cite l'exemple des politiques des structures publiques ou parapubliques en France qui gardent leur iconographie, qui gardent leurs données, qui ne les diffusent pas sur Internet ou avec des droits pas possibles. Par exemple, la page Charles de Gaulle, ironie du sort, elle est illustrée par deux très belles photos. Les deux très belles photos de Charles de Gaulle, c'est Bundesarchiv 1962, rencontre avec Adenauer, et Office of War, American Office of War 1942. Donc les deux photos de Charles de Gaulle viennent de l'Allemagne et des États-Unis, ce qui est quand même pas banal, je trouve. Voilà, je vous prends cet exemple parce que j'ai mis dans mon livre et il est toujours vrai, donc je pensais que les choses auraient un peu évolué, mais là non, pour ce point-là non. Voilà ce qu'on appelle le droit de panorama. En France, c'est un des plus sévères qui existe dans toute l'Europe, quoi. Donc, et je pense pour nos étudiants aussi, c'est important d'avoir une éducation aux licences Creative Commons. Wikipédia, c'est sous Creative Commons. C'est parce qu'on dit il n'y a pas de droit, c'est pas vrai. C'est des licences qui ont été créées par un prof de droit, Monsieur Lessing, Lawrence Lessing, et qui s'est cessé. Enfin, voilà. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est voilà le Creative Commons. Ça fait partie de mes dernières slides là. Politique publique et privée. Faut savoir, et ça on peut être fier en tant qu'acteur public, enfin je ne parle pas de moi là, je parle de ceux qui l'ont fait là, les réalisations publiques françaises sont souvent en pointe. Malheureusement elles ne sont pas suivies des faits. Par exemple il y a toujours une bibliothèque numérique Gallica qui a été créée en 95-96, bien avant Google Books 2005, si vous voulez. Et donc il y avait eu cette idée
cette intuition de faire une bibliothèque numérique bien meilleure qu'Encarta, qui était en CD-ROM, qui était en ligne, de numériser et de mettre ça en ligne bien avant Google Books et le déchaînement qui a eu lieu après sur ces aspects-là. Mais aussi, voilà, c'est la chaîne pour laquelle j'ai créé une vidéo, Canal U. Moi, à l'époque, je suis au cabinet de Claudie Agneray en 2002, et on voit que c'était créé par le gouvernement précédent. On était bluffés. C'était des chaînes éducatives, des chaînes vidéo éducatives sur Internet, créées en 1999-2000. Je vous rappelle, hein, en 2000, personne n'utilisait Google. Hein. Ça n'existait pas, Google. Donc, a fortiori, YouTube. Et vous aviez des chaînes éducatives francophones, bien sûr, faites par des universités qui s'étaient mises en commun pour des gens compétents dans les universités, à propos d'Internet, dans les IUT peut-être, qui s'étaient mises en commun pour fonder ce Canal U. Le problème maintenant, c'est que l'oriflamme est complètement renversé, c'est que chaque université veut son propre canal maintenant. Donc c'est très difficile de continuer à soutenir, on cherche des budgets partout, des projets qui étaient communs à l'origine, donc des projets comme Canalu, justement, canalu.tv. Je vous recommande, y compris pour nos étudiants, l'accès à cette médiathèque de vidéos gratuites, malheureusement assez mal connue. Ça, faudrait détailler un petit peu. Je me méfie aussi toujours dans les politiques publiques des mirages du partenariat public-privé. C'est-à-dire de dire, avec le grand emprunt, vous aurez 1 euro public du grand emprunt face à 1 euro du privé. Mais je demande à être démenti par les responsables d'entreprises privées ici présents. Voilà, moi je me méfie beaucoup de ces politiques publiques parce que souvent l'euro privé, elles sont souvent en vigueur sur Internet, mais pas que. L'euro privé, c'est des apports en nature ou des réductions de coûts, enfin des réductions de devis, tandis que l'euro public, il est bien sonnant et trébuchant, lui. Donc, à la limite, on peut se demander s'il ne faudrait pas mieux mener des politiques publiques qu'avec l'argent public, parfois. Quand on voit certains, on en ferait peut-être moins, mais quand on voit certaines déviances, je dis ça parce que, voilà, quand j'entends partenariat privé-public en matière d'Internet, notamment, j'essaie de regarder ça d'un peu plus près. Oui, il y a des choses qui sont pas, je ne veux pas être complotiste du tout, mais les liens entre la presse et Google sont quand même des choses qui sont à regarder d'un peu plus près, quoi. Si vous voulez, vous avez une taxe Google qui a été faite c'était sous le quinquennat Hollande, je crois. Vous avez les divers fonds de concours à la presse, qui fait que vous trouverez rarement des critiques de Google dans la presse française. Il y a vraiment un soutien massif, des fonds publics certes, mais des fonds Google à la presse. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête aussi, parce que voilà, ça pose la question de notre rapport à l'information. Voilà, je termine comme ça. Peut-être j'étais un peu trop divers. J'ai pris quatre thèmes pour vous illustrer cette nécessité d'un enseignement historique et sociétal. Voilà, je rajoute 2-3 choses. Enseigner l'économie du logiciel libre, je pense que c'est important, ça vraiment. Et je l'ai cité pour les licences Creative Commons de Wikipédia, ou d'autres. C'est un point, à mon avis, important. Bon, c'est un serpent de mer, mais l'empreinte carbone du numérique, et c'est pas facile, j'en ai pas parlé parce que c'est un sujet que je connais pas, mais c'est pas facile non plus de tracer sa route entre des choses, encore une fois, outrancières qui vont être technophobes, et puis des choses un peu trop exaltées qui disent non, c'est pas un vrai sujet, etc. Donc là, il faudrait trouver des gens vraiment assez compétents pour parler de ça. Moi, je pense qu'il faut être aussi en alerte sur les avancées scientifiques qui lient l'informatique et la biologie. Je vous parlais du cyborg. Tout ce qui est la bioinformatique chez Google ou chez d'autres comme Neuralink, comme MyHeritage, il faut quand même regarder ce qui se passe. Il faut regarder aussi le choix programmé des naissances. Et quand je dis programmé, ça veut dire informatique quand même. Donc il se passe des choses à bas bruit.
Et je pense qu'il faut avoir l'oreille en alerte là-dessus. Et puis voilà, c'est ma dernière phrase, intrication du numérique avec l'histoire, la politique et le social. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer là, et c'est ce que je pense que vous montrez à vos étudiants, mais qu'on doit développer impérativement en leur montrant, à mon avis, l'importance que ça peut avoir, que ça se situe dans un contexte politique, social et historique. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Merci Alexandre. Est-ce que on a 2-3 minutes, est-ce que une ou deux questions avant de passer à la séquence suivante? Non, ça va? Ok, d'accord. De toute façon, tout à l'heure, pendant le déjeuner, pendant le repas, vous aurez le temps de discuter avec Alexandre aussi sur les sujets que vous souhaiterez aborder avec lui. Alors, maintenant, on va passer à une deuxième... Oui, tu restes là, bien sûr. Tu restes là et puis tu participes à la discussion quand tu le souhaites. Nous allons passer à un deuxième temps. Nous allons avoir une petite table ronde, enfin une table ronde, bien qu'elle soit un peu carrée, mais bon, avec Mathieu Carrier, qui est responsable ingénierie et innovation à l'OPCO Atlas. Non. Tout à fait, c'est le directeur ingénierie et innovation de l'OPCO Atlas. D'accord. J'en dirai un mot tout à l'heure. Et Frédéric Penserieux, lui, qui travaille chez Orange et qui est manager conseil. Capital humain. Voilà, capital humain. On va commencer avec vous. Et donc, je vous laisse la parole pour que vous nous expliquiez comment l'OPCO Atlas voit les choses en matière de développement du numérique ou du digital. Je ne sais pas comment il faut le dire. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Avant d'entrer dans ce questionnement, juste vous dire peut-être un mot de l'OPCO Atlas. Je crois qu'il y avait des interventions l'année dernière, vous avez eu l'occasion de rencontrer des collaborateurs de l'OPCO. L'opérateur compétence, c'est la rencontre entre du coup, des politiques de branche et des politiques aussi d'État en faveur du développement des compétences, de la formation, de l'alternance. Depuis 2018, nous sommes le guichet unique de l'alternance.
Merci Mathieu. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va donner tout de suite la parole à Frédéric Penserieux et on va ouvrir le débat après, de façon à pouvoir matricer les questions, matricer les points de vue à partir des trois exposés en fait. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là. Moi je travaille chez Orange dans la direction conseil de l'activité B2B qui s'appelle Orange Business. Alors je le précise parce que pour la plupart d'entre nous, Orange c'est la box, c'est la fibre, c'est le téléphone, mais c'est aussi une activité B2B très importante qui est très largement impactée par ce que vient d'évoquer Mathieu et je vais y revenir. Et moi j'ai la chance d'accompagner le groupe sur pas mal de ces transformations, notamment digitales mais également learning. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la manière dont Orange tente de relever ce défi des compétences. Comme le disait Mathieu, alors j'aurais pu reprendre trait pour trait ce qu'il a évoqué sur les technos, l'IA. Alors l'IA, c'est au cœur de notre modèle d'innovation. C'est vrai pour nous au titre de l'efficacité opérationnelle, mais c'est également vrai pour nos clients puisqu'on doit les accompagner sur ces sujets-là. Le RPA, autrement dit l'automatisation des process, c'est la même chose. L'IoT, la data, etc., la blockchain, tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels nous on travaille, c'est notre cœur d'expertise, c'est notre cœur de positionnement et c'est ce qu'on propose à nos clients. Il y a un double enjeu d'efficacité pour nous et d'efficacité pour nos clients. Et les mutations auprès de nos clients, de la concurrence et de nous en tant qu'entreprise sont exactement celles que Mathieu a évoquées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, nous en tant qu'entreprise tech, on est touché de plein fouet par ces sujets-là. Donc on a un enjeu très fort autour notamment des compétences, qu'on a appelé chez nous le défi des compétences, pour être au rendez-vous en fait. Clairement, il faut qu'on soit au rendez-vous pour nous-mêmes, il faut qu'on soit au rendez-vous pour nos clients, parce que si on ne le fait pas, d'autres vont le faire à notre place. Et donc il y a un vrai enjeu de ce point de vue-là. Concrètement, comment on l'a adressé ? Alors déjà, il y a un certain nombre de sujets techno comme la data et l'IA qui ont été placés dans le cadre du plan stratégique 2020-2025 au cœur de notre modèle d'innovation. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un enjeu d'acculturation et de formation de l'ensemble des collaborateurs. Alors quand je parle d'acculturation, je pars du principe que derrière les projets de formation, il y a toujours des projets de transformation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'aller former les collaborateurs, il s'agit de transformer aussi les modes de fonctionnement, la culture, les représentations, les outils. Ce qui fait que dès lors qu'on a un sujet comme la data et l'IA, par exemple, on a systématiquement une approche holistique sur l'ensemble des collaborateurs. De l'acculturation, de sorte que, si je prends l'exemple de la data, ce soit de la data as a knowledge. L'inclusion de la data dans les métiers, Mathieu évoquait le marketing, mais on peut également parler de la finance, on peut également parler des RH, qui typiquement vont avoir, c'est une nécessité, j'allais dire demain, mais dès aujourd'hui, d'intégrer la data et l'IA dans leur mode de fonctionnement. Donc on a monsieur et madame tout le monde le collaborateur avec de l'acculturation, on a les métiers, ça c'est très important, on a déjà les experts en tant que tels qu'il s'agit d'upskiller, c'est-à-dire de maintenir en compétence pour, un, leur employabilité, deux, la performance au quotidien dans ce qu'ils font, avec un objectif chez nous de former plus de 20 000 experts à tous les nouveaux sujets, data, IA, cloud, cyber et j'en passe, qui sont peu ou prou le socle technologique d'Orange, et ne serait-ce que sur la data et l'IA, de doubler le nombre d'experts. Comme le disait Mathieu, c'est pas simple parce qu'on a une tension sur ces talents-là, et que typiquement, si je prends l'exemple de la data, l'offre aujourd'hui ne permet de couvrir que 20% des besoins du marché. Donc à un moment donné, il faut que les entreprises s'emparent du sujet, que les entreprises proposent des offres de formation qui vont permettre justement de relever ce défi des compétences en allant du collaborateur jusqu'à l'expert en passant par les métiers. Alors maintenant qu'on a dit ça, concrètement, comment on fait ? Déjà, on met beaucoup d'argent sur la table. C'est-à-dire que Orange a mis 1,5 milliard entre 2020 et 2025, donc c'est encore en cours, sur ce sujet du défi des compétences. Alors, ce n'est pas uniquement tech, il y a aussi un levier sur les soft skills, parce qu'on considère que les soft skills sont un socle qui doit être partagé par l'ensemble des collaborateurs. Il y a également un levier sur le rôle et les fonctions managériales. Et ce qui se dessine derrière ça, c'est qu'on a des écoles dédiées, c'est-à-dire qu'on a une université qui s'appelle Orange Campus avec des écoles dédiées au management, à la RSE, aux compétences pour tous, autrement dit les soft skills, à la data et à l'IA et à la cybersécurité. Donc un des premiers leviers pour relever ce défi des compétences a été de créer des écoles dédiées qui proposent aujourd'hui des offres de formation complètes depuis l'acculturation jusqu'à l'expertise.
On a également ouvert un CFA d'entreprise, donc le CFA d'Orange, avec notamment des parcours de formation d'ingénieurs en cybersécurité, de data analystes et de data scientists, avec l'intérêt aussi de pouvoir mixer les populations entre des jeunes alternants qui vont passer 1 an et demi chez nous et des collaborateurs du groupe Orange qui vont partir en reconversion, parce qu'on a aussi d'importants programmes de reskill pour permettre à des collaborateurs potentiellement éloignés des métiers de la data, exemple que je connais bien, mais également de la cyber, d'aller vers ces métiers-là, moyennant des parcours de 9 à 11 mois environ. Donc, gros efforts sur les populations jeunes via le CFA, les populations un peu moins jeunes, en tout cas les salariés d'Orange, via des parcours de reskill très importants. Les écoles dédiées dont je vous ai parlé, avec un mode de fonctionnement un peu particulier qu'on appelle en réseau. C'est-à-dire que ces écoles, elles sont à un niveau groupe, régalien, mais elles fonctionnent également en réseau avec à peu près les 20 écoles du groupe Orange qui ont chacune leur spécificité. On a par exemple une école des métiers techniques qui représente à peu près 24 000 apprenants. C'est des gens qui travaillent sur les équipements de la 5G, les équipements réseau, les équipements fibre, etc. Il y a un vrai enjeu de compétences de ce point de vue-là. Et eux travaillent également sur des sujets notamment d'innovation pédagogique, ce qui m'amène à parler de la FEST. Dans la manière dont Orange a décidé de relever les défis des compétences, il y avait effectivement de l'argent, il y avait des écoles dédiées avec un mode de fonctionnement en réseau, une approche holistique et aussi le déploiement à grande échelle de la formation en situation de travail pour accélérer le développement des compétences. Concrètement, on l'a fait dès que possible, c'est-à-dire depuis 2018, et on a perdu 3 ans en déployant de manière extrêmement rigoureuse la FEST. Mais pourquoi on a perdu 3 ans? Tout simplement parce qu'une heure d'AFEST équivalait à 3 heures de gestion en back-office. Donc vous imaginez le nombre d'apprenants qu'on a chez nous, c'est juste pas possible. Donc aujourd'hui, on est en train de combler ce trou dans la raquette avec une solution, avec l'un de nos partenaires qui vient digitaliser et finalement prendre toute la complexité de la gestion back-office dans une application mobile qui, en plus, rend l'expérience beaucoup plus fluide à la fois pour le collaborateur et à la fois pour l'accompagnateur FEST. Donc pendant 3 ans, c'était hyper efficace sur le plan pédagogique, c'était beaucoup moins efficace sur le plan de la gestion. Et on est en train justement de combler ce retard-là avec une approche digitale qui permet du coup de passer à l'échelle. Et je vous évoquais l'école des métiers techniques, elle est en train de le faire à horizon de 12 000 collaborateurs dans un premier temps, 24 000 collaborateurs à terme, mais sachant que chez Orange, la FEST, on va mettre le paquet pour passer à peu près 70 000 collaborateurs en France. Donc c'est quand même un sujet d'envergure. Le dernier volet, alors vous voyez, c'est quand même assez vaste, et donc j'ai pris quelques notes. Et le dernier volet, c'est d'aller notamment sur l'innovation pédagogique et notamment la réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle sur les fonctions managériales, la réalité virtuelle sur les soft skills, autrement dit, pour tous. Et finalement, c'est une manière de se rapprocher de la situation de travail et de la formation en situation de travail, sauf que la situation de travail, finalement, on la fait rentrer dans le casque. Et aujourd'hui, ce qu'on déploie, c'est des choses autour de l'écoute active, du leadership inclusif, du management, de la communication, de l'art du pitch notamment. Ça paraît simple finalement de dire bah tiens on va déployer de la VR, mais n'en demeure pas moins que, enfin j'ai 2 experts à ma droite là, mais quand on est une entreprise, ça pose quand même énormément de questions. Une question toute bête, ne serait-ce que chez nous, chez Orange, finalement, nos casques VR, ils vont se connecter comment ? À notre réseau d'entreprise, bah no way, c'est juste pas possible. Donc là, pour le moment, on le fait avec nos box, des box fibres, tout simplement. Et puis les casques, comment on les appare, comment on les gère, c'est quoi les solutions de device management, etc. On voit bien qu'il y a énormément de choses à faire, et puis comment on déploie à l'échelle avec un LMS qui finalement n'est pas capable de gérer aujourd'hui nos contenus VR. Et puis comment on évalue in fine le développement de la compétence de quelqu'un qui vient de vivre une expérience solo dans un casque VR. Alors on a aussi des expériences collaboratives. Mais quand il s'agit d'une expérience solo, concrètement, comment on fait ? Bon, on commence à trouver des pistes de solutions avec la FEST, justement. C'est-à-dire qu'on tord le modèle de la FEST pour aller non pas former, mais évaluer ce qui se passe dans le casque VR. Alors je dis on a fait. Effectivement, on a fait et ça fait un peu de bruit. Plaisanterie à part, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, il faut aborder la chose avec humilité. On ne s'est pas dit du jour au lendemain, tiens, on va le faire, ça va réussir. On s'est dit, tiens, on va essayer, on va regarder. Et si ça marche, on passe à l'échelle. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Il y a encore beaucoup de chemin devant nous. Je crois qu'Alain va prochainement parler d'IA générative, notamment dans un contexte formation. C'est un sujet qu'évidemment, il va falloir qu'on aborde. Il se trouve qu'Orange a réfléchi à la manière dont on allait apprendre, nous, collaborateurs d'Orange, demain.
C'est un travail qui a été fait l'année dernière et qui finalement n'avait pas anticipé encore l'impact des chats GPT et autres sur la formation. Donc il va vraiment falloir qu'on s'y colle. Donc autant pour le coup sur les autres sujets on était plutôt pas mal. Là autant il va vraiment falloir qu'on rattrape le retard. Je pense que j'ai évoqué de façon la plus succincte possible un petit peu la manière dont Orange essaye de relever le défi de ses compétences. Merci. Voilà, maintenant le débat est ouvert. Vos questions, vos remarques, vos commentaires. Merci beaucoup pour ces éclairages. J'ai une question pour Frédéric. Quand on est une grande entreprise qui est déployée à l'international, sur tout le territoire, comment est-ce qu'on identifie les besoins de terrain au quotidien? Enfin, voilà, comment ça remonte? Comment est-ce que les collaborateurs se rendent compte eux-mêmes des besoins en formation et comment vous pouvez être assez réactif pour y coller et y répondre? Alors c'est une très bonne question. En fait, il y a deux approches qui sont complémentaires. Il y a une approche top-down et bottom-up. L'approche top-down, c'est un travail d'anticipation des compétences, clairement, qu'on renouvelle en permanence avec nos filières métiers qui ont un travail de veille. On travaille parfois avec des prospectivistes qui se disent, tiens, dans 5 ans, quels sont les univers, les futurs, souhaitables ou pas, d'ailleurs. On regarde aussi les futurs qui ne sont pas forcément souhaitables, parce que ce repoussoir peut nous dire, finalement, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour ne surtout pas aller dans cette direction-là. Bref, donc il y a d'abord un travail d'anticipation des compétences qui est fait avec les filières métiers, qui est fait avec les experts métiers, ce qui permet d'observer les tendances et les impacts qui vont avec. Et on regarde notamment les impacts sur la transformation des métiers. Et en découle, in fine, des programmes groupes qui ensuite sont déclinés localement par les divisions. Je vous évoquais les écoles campus, c'est exactement leur rôle, c'est-à-dire de designer des modèles pédagogiques, de tester des modèles pédagogiques qui vont être scalables. Par exemple, quand on a lancé les parcours de reconversion sur la data, on les a lancés en février 2020. Juste un mois après, il nous tombait un truc sur le coin de la tronche qui s'appelait le confinement. Donc on avait déjà l'idée d'avoir un modèle pédagogique qui soit résilient. Là, encore plus, et à plus forte raison. Donc on a choisi un modèle où on a à peu près 75% de l'expérience apprenante qui est asynchrone, mais en se disant finalement, même s'il y a le Covid, ça va quand même être compliqué de soutenir des salariés pendant 11 mois sur un changement de métier. Donc on a fait de la pédagogie projet, on a fait de la FEST, beaucoup, qui permettait de maintenir le lien, etc., etc. Donc du coup, il y a des programmes à un niveau corp qui ensuite sont déclinés localement. Et puis évidemment, il y a la remontée à la faveur des entretiens, notamment annuels. Alors heureusement que ce n'est pas juste annuel, mais à la faveur des campagnes d'entretien annuels, on a une remontée des besoins de formation. Et puis surtout, on a la chance d'avoir autant d'écoles métiers qu'on a de filières métiers dans le groupe. Et ce qui fait que ça nous permet, alors, il y a une vraie gouvernance qui se fait entre le corp et les écoles métiers, ce qui fait qu'à un moment donné, ça permet d'avoir la remontée justement des besoins en développement de compétences. Voilà un petit peu les deux approches. Frédéric, est-ce que vous pouvez dire 2 mots sur la FEST? Parce que peut-être que pour tout le monde, c'est pas... Oui. Donc, action de formation en situation de travail, qui est devenue une modalité non seulement possible, mais encouragée et valorisée depuis la loi pour l'orientation professionnelle de 2018. Donc, ce n'est pas tout à fait du tutorat. Le tutorat, c'est on accompagne quelqu'un qui ne sait pas encore tout à fait faire. La FEST, c'est différent. On accompagne quelqu'un qui sait déjà faire, mais qui pourrait mieux faire. Et donc, il y a notamment un travail avec une démarche réflexive qui est menée par un accompagnateur. Un accompagnateur, c'est quelqu'un de l'équipe, généralement, dans la même équipe que le collaborateur, déjà qui est plutôt appétant à ce type d'accompagnement, appétant à la pédagogie, un expert du métier qui va consacrer 15 à 20% de son temps pour aller accompagner des salariés qui ont besoin d'apprendre à faire mieux et d'apprendre à apprendre. Donc, on va identifier, sur la base d'un référentiel métier et compétences, quelles sont les compétences qui peuvent s'observer, s'évaluer et se développer en situation de travail. Donc, il y a un travail d'ingénierie pédagogique qui consiste à identifier des situations dans lesquelles on peut évaluer les compétences. À la demande du collaborateur ou sur la recommandation de l'accompagnateur, on va déclencher donc une action de formation en situation de travail qui généralement dure 2 heures. Mais l'avantage, c'est qu'on est sur une situation qui est concrète, qui est celle du collaborateur le jour J. L'avantage d'avoir un accompagnateur juste à côté dans l'environnement, c'est qu'il va connaître l'environnement, le contexte, les outils. Donc c'est un accompagnement au plus près des besoins
du collaborateur. Et aujourd'hui, quand on le digitalise, l'avantage, c'est que toutes les bibliothèques de situation de travail sur les métiers sur lesquels on le déploie, elles sont dans la poche, dans une application mobile. Quand il s'agit de gestes techniques, parce qu'on a aussi des métiers techniques où à un moment donné, le geste métier est très important. Avec un appareil photo, celui de l'iPhone, du téléphone, peu importe, on peut prendre des photos, on peut prendre des vidéos. Concrètement, on peut collecter des faisceaux de preuves qui attestent que le collaborateur a effectivement validé la compétence. Et si vous me voyez venir un peu avec mes gros sabots, c'est que l'étape d'après, c'est la possible certification des compétences. C'est-à-dire que non seulement on la valide avec le sceau, et que dans l'absolu, on pourra également la certifier. Donc la FEST permet vraiment d'accélérer le développement des compétences en situation de travail. Pour nos collaborateurs, ça complète la formation présentielle en salle de formation. L'idée, ce n'est pas de tout remplacer, mais c'est surtout d'avoir une modalité qui fait que là où, quand on part en salle de formation, on sait qu'au bout de 2 jours, si on n'a pas pratiqué, on a perdu X% des apprentissages, là au moins c'est concret et on peut développer en continu de l'apprentissage sur un contexte métier. Merci. Des questions ? Oui, merci pour les présentations. Sur le modèle d'Orange, donc effectivement, là on voit un modèle qui est certainement très, très utile pour l'entreprise, c'est-à-dire il y a des écoles métiers, un CFA Orange, et ça s'adresse essentiellement à des collaborateurs Orange. Donc en termes d'utilitarisme et d'utilité, c'est très bien, mais je vois un questionnement, c'est-à-dire que nous, dans les IUT, on a vocation à former des techniciens, mais aussi des citoyens. Et donc, quand par rapport au triptyque, dans l'alternance, il y a l'étudiant, l'entreprise et l'organisme de formation, quand en gros les trois, c'est Orange, est-ce que ça pose pas... il y a peut-être une limite de l'exercice par rapport au fait de former aussi des citoyens qui ne sont pas simplement des personnes qui sont censées être utiles, répondre à un métier, mais qui peuvent peut-être changer de métier, changer d'entreprise, avoir une vision plus large. Alors jusqu'à maintenant, et de ce que j'en sais, parce qu'on est maintenant à la 3e promo, en tout cas sur la partie Data IA, qui est celle que je connais le mieux parce que j'ai accompagné l'équipe pendant 2 ans et demi, on n'a pas eu d'écho en ce sens de la part des apprenants. J'ai même envie de dire que c'est plutôt la promesse inverse qui les attire. C'est la promesse d'avoir une alternance, c'est-à-dire une formation, et une entreprise. Et donc cette promesse-là, finalement, elle est plutôt attractive pour nos alternants, sachant qu'il y a un effet miroir et un effet inverse, c'est-à-dire que là où certaines entreprises vont dimensionner la taille de leur cohorte en fonction de leurs besoins, c'est-à-dire tiens, j'ai besoin cette année de recruter 15 people, et donc ces gens-là, je vais ouvrir 15 postes dans le cadre de l'alternance et du CFA. Orange ne fonctionne pas comme ça. Orange se dit, il est raisonnable de faire des cohortes d'une 30aine sur chacun des métiers, et in fine, on en recrute peut-être que 3 ou 4, parce qu'on a aussi beaucoup de mobilité interne, et pour les autres, c'est pas grave, ça va alimenter le marché. Et en l'occurrence, on est sur des métiers où entre 6 et 8 mois avant la fin de leur formation, ils ont tous déjà trouvé un job. Donc jusqu'à maintenant, nous, le fait qu'on cumule à la fois le rôle d'employeur et à la fois le rôle d'OF, d'organisme de formation, jusqu'à maintenant, ça a plutôt été un facteur d'attractivité et plutôt positif pour les alternants qu'autre chose, d'autant que finalement, ils ressortent avec sur leur CV un diplôme et puis surtout 1 an et demi ou 2 ans d'expérience chez Orange, ce qui en matière de data est plutôt pas mal et donc en termes d'employabilité est plutôt pas mal pour eux. Donc pour répondre à votre question, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'écho qui serait négatif lié au fait de tout concentrer autour d'une même marque et d'une même entreprise. Peut-être apporter un complément de témoignage. Ça fait partie des inquiétudes de nos partenaires sociaux au niveau locaux, parce que je ne l'ai pas dit, mais le locaux, c'est un organisme paritaire géré par à la fois le représentant du collège employeur et le représentant du collège salarié. Quand on a récupéré du coup le guichet unique de l'alternance, on a vu apparaître l'émergence de CFA d'entreprise de manière plus significative. C'était un vrai questionnement, et on s'est interrogé, est-ce que ça allait être le modèle qui allait exploser. Dans la réalité, ce n'est pas le cas, en tout cas pas à côté Atlas. Par contre, ce qu'on a observé, c'est qu'on a eu une multiplication par 3 du nombre de contrats en alternance depuis 2019, et que sur ces métiers en particulier, on avait la nécessité de développer l'offre. Donc du coup, on a eu une complémentarité qui s'est faite. On a eu quelques CFA d'entreprise, mais pas forcément beaucoup d'initiatives par rapport à ce qu'on s'attendait, qui ont permis de développer des contrats et surtout des emplois et des compétences qui étaient nécessaires. Mais aujourd'hui, dans notre modèle Nous Opco, la majorité des contrats qui sont financés reste du coup l'offre de formation qui était déjà existante et qui n'est pas rattachée à l'entreprise.
Il me semble qu'il y a aujourd'hui une vingtaine de CFA d'entreprises en France. Et ce que je peux peut-être juste rajouter pour préciser, chez Orange, il me semble qu'on est de l'ordre de 8000 alternants par an et que dans le cadre du CFA, on doit en avoir 400. Donc ça veut dire que la part d'alternants qui passent par le CFA versus les autres organismes de formation, elle est relativement faible pour le moment. Une dernière question. J'ai une dernière parce que le temps nous court après. Une petite remarque sur la stratégie des entreprises qui consiste à vouloir internaliser la formation, qui a un objectif tout à fait louable de répondre de manière très précise aux besoins de l'entreprise. C'est un peu le même par rapport aux universités qui ont des besoins d'avoir leur propre plateforme de contenu vidéo. C'est un peu chacun dans son périmètre. Et il me semble que ça pose quand même quelques questions, notamment stratégiques, y compris pour les entreprises, de se dire que finalement, les universités et les IUT a fortiori sont aussi un lieu où on est encore plus en avance par rapport à la recherche, où on est encore plus, on va dire, près de ce qui sort au niveau technologique, et donc plus à même aussi de faire de l'ergonomie prospective sur ce que seront les métiers de demain, mais aussi les aspects éthiques, les aspects sociaux, les aspects par rapport à la formation du citoyen. Et donc ça me semble un bon élément de discussion pour se demander si cette politique d'internalisation systématique est vraiment la politique qu'il faut suivre au niveau de la formation de nos étudiants. Vous avez raison d'être attentif. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est... on a connu, au niveau des OPCO, des évolutions de réglementation. On finançait la formation de toutes les entreprises, pour tous les salariés avant 2014. Dans la réalité, je pense qu'il y a deux situations. Aujourd'hui, nous, quand je prends le périmètre d'Atlas, on a 97% de nos entreprises qui sont des entreprises de moins de 50 salariés. Sur les 2 millions de salariés qu'on couvre, il y en a à peu près la moitié qui sont dans des TPE-PME, la moitié dans des entreprises de plus de 150 salariés. Pour toutes ces entreprises-là, aujourd'hui, elles n'auront pas la capacité de déployer la formation d'entreprise, de développer l'alternance d'entreprise. Et donc, pour le gros du volume aujourd'hui, c'est indispensable, parce que du coup, aujourd'hui, on a une offre de formation qui soit de qualité, qui soit partagée, et ça restera le modèle dominant. Encore une fois, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, je pense que c'est plutôt de la logique de l'expérimentation, de la complémentarité. Et moi, mon point de vue, mais qui est tout à fait personnel, je pense que je ne vois que des avantages à compléter aujourd'hui du coup l'ensemble de l'offre de formation qui est mise à disposition. Est-ce qu'on a des entreprises qui ne se déresponsabilisent pas aussi sur la question du développement des compétences, du développement de l'emploi, et je pense encore une fois qu'aujourd'hui il y a la place pour tous, avec un encadrement qui est nécessaire pour qu'aujourd'hui il y ait des garanties en termes de qualité. Et soyez rassurés, là-dessus on est très attentifs, en tout cas nous sur la création des CFA d'entreprise par exemple. Et juste pour compléter pour ce qui est d'Orange, typiquement nous on travaille avec des partenaires pédagogiques, c'est-à-dire que l'internalisation elle existe dans le sens où on a un design pédagogique qui s'adapte à ce qu'on souhaite, notamment dans l'interaction, enfin dans le mix avec par exemple ce qu'on veut faire autour des soft skills, ce qu'on veut faire autour de la FEST par exemple, avec le programme fourni par le partenaire pédagogique. On travaille également avec le CNAM, c'est-à-dire que typiquement dans le cadre des parcours de formation à la cyber, on travaille avec le CNAM, on travaille également avec Polytechnique sur un Master of Science en cyberdéfense. Donc on travaille également avec le monde académique, et l'internalisation du développement des compétences se fait pour partie en interne avec des équipes. On a la chance effectivement d'avoir des équipes d'ingénieurs pédagogiques en grand nombre dans les écoles et qui font des choses en interne, mais on s'appuie aussi évidemment sur les écoles et sur les universités chaque fois que possible. Oui. C'est une invitation d'ailleurs pour les IUT à penser formation continue, je pense. Le temps avançant, on va s'arrêter là, mais ça peut continuer pendant la pause. Là, on a une pause maintenant. On va reprendre les deux ateliers à 11h. Alors, vous avez sur votre badge derrière le lieu où se passe l'atelier pour lequel vous êtes inscrit. Je l'ai redit, ici, ça va être Web3 et blockchain, et à côté, ça sera métavers. Et juste pour terminer la boucle quand même avec Orange, pour dire que Orange est quand même ouvert, puisque à Lannion, le président du conseil est quelqu'un de chez Orange. Parce que justement, Lannion, il y a un fort réseau télécom.
donc avec une implication forte d'Orange, et donc le président du conseil de l'UT de Lannion est d'Orange. Voilà. Donc rendez-vous à 11h, soit à la bibliothèque pour le métavers. Et juste un message en termes de communication. Je vous présente Faouzia qui nous accompagne sur la communication. Oui, bonjour à toutes et à tous. Juste un petit mot pour vous dire que l'Impute est désormais aussi sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et LinkedIn. Donc là, c'est l'occasion de partager vos tweets en taguant donc Impute et hashtag les journées du futur. Et ça serait bien évidemment sympa de suivre à la fois la page LinkedIn de Impute et la page Twitter. Je vous remercie.